il y a eu 600 inscrits, hein, donc c'est tout à fait remarquable. On est très, très heureux. Moi, je m'appelle Jacques de Bouvry, donc au nom des ateliers de la verrerie. Voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir. Donc les ateliers de la verrerie, bah, ce sont des débats qui sont co-organisés par plusieurs mouvements. Je les cite, Chrétiens Unis pour la Terre, le CCFD Terre Solidaire, les Amis de la Vie, la Mission de France, le MCC Mouvement des cadres chrétiens, le Centre pastoral Saint-Méry et le Forum 104. Et ce soir, on bénéficie du partenariat du journal La Croix qu'on remercie vivement. Donc voilà, les ateliers de la verrerie, ce sont des débats sur des thèmes choisis en commun par ces mouvements, sur des sujets qui font sens. Donc ce soir, face à l'effondrement, quelle espérance? Ce qui motive nos mouvements dans ce débat, c'est la chose suivante. Nous sommes entrés de toute façon dans un monde nouveau, des mutations inédites, un bouillonnement inouï. De toute façon, les germes d'une nouvelle civilisation sont en train d'apparaître. Nous ne cherchons pas des raisons d'optimisme ou de pessimisme, ni remède, ni abdication. Dans les engagements de nos mouvements, nous cherchons, c'est notre raison d'être, une espérance collective, des choses à construire au milieu de ces germes de renouvellement. Nous cherchons comment reconstruire notre vivre ensemble, notre éthique collective, notre espérance commune, le sens du spirituel et du politique. Pour nous, ce sont les biens communs les plus précieux qui soient à partager. Et comme disait Aimé Césaire, dans le combat de l'ombre et de la lumière, nous sommes du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. Alors, voilà, merci d'être là. Merci à nos 4 intervenants invités de croiser ce soir leurs réflexions, de nous apporter leur lumière. Nous sommes très honorés de leur présence. Et le débat va être donc animé par Marine Lamoureux, qui est journaliste à La Croix. On la remercie vivement, elle aussi. Et je lui passe directement la parole. Juste rappeler peut-être que vous êtes tous invités à poser des questions sur le chat et qu'on pourra les relayer à la fin, Jean-Claude et moi-même, dans le temps de questions qui suivra. Oui, petite précision, les questions sur le chat, plutôt pas pendant les interventions des 4 personnes, mais plutôt après, ce sera plus facile pour nous. Hein. Aussi à tous ceux qui n'ont pas encore coupé leur caméra, de couper leur caméra. Voilà, pendant que ça s'agence tranquillement, je vous salue tous. Je suis frappée par le fait qu'on avait évoqué cette conférence déjà avec Romain bien avant que la crise du Covid démarre. Et donc, c'est vrai que faire cette conférence 1 an après, c'est évidemment significatif et peut-être ça nous rend palpable cette notion d'effondrement qui est extrêmement complexe. Avant de vous présenter nos 4 invités et personnalités de renom, vraiment, on a beaucoup de chance ce soir. Je vous indique comment on va organiser cette soirée en 3 temps. Donc, on a 1h30. Ce que je vous propose, c'est que pendant la première heure, on écoute nos 4 intervenants. J'espère que Mathieu Orphelin va pouvoir se reconnecter. Le premier temps sera consacré à essayer de comprendre ce que c'est que la notion d'effondrement, de quoi on parle. On n'est pas tous la même chose derrière ce mot et c'est donc important qu'on parte un peu tous de la même base. Et est-ce qu'il est là, cet effondrement? Dans une deuxième partie, je vous propose qu'on essaye de répondre à la question que fait-on et quelle espérance face à ce défi immense et protéiforme. Et puis, j'ai demandé à nos 4 invités, dans une troisième partie, de nous donner peut-être quelques pistes pour savoir finalement qu'est-ce qu'à titre individuel on peut faire et quel est notre rôle et notre attitude possible encore une fois, dans ce défi immense. Donc, tout ça devrait nous emmener tranquillement vers 8h, 8h10.
Et puis ensuite, on aura donc un temps de questions. Bien sûr, n'hésitez pas à rebondir et à interpeller nos invités. Alors, tout de suite, une petite présentation. Je commence par vous, Cécile Renoir. Vous êtes religieuse de l'Assomption. Vous avez fondé et présidé aujourd'hui le campus de la transition en Seine-et-Marne. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un lieu académique innovant qui est consacré aux enjeux de la transition écologique. J'ajoute que vous enseignez, entre autres, à l'ESSEC, à Sciences Po et au Centre Sèvres. À chaque fois, j'ai envie de dire à côté de vous, mais on va dire ça, à côté de vous, Valérie Masson-Delmotte. Vous êtes paléoclimatologue, une des contributrices éminentes du GIEC, le groupe d'experts de l'ONU sur l'évolution du climat. Et vous avez tout particulièrement coordonné un rapport très important qui a été rendu public en 2018 sur les conséquences d'un réchauffement à 1,5 degré. Vous êtes l'une des scientifiques françaises les plus écoutées sur le climat. Dominique Bourg, vous êtes philosophe, vous êtes professeur honoraire à l'Université de Lausanne en Suisse, président du conseil scientifique de la Fondation Zoën, qui elle aussi œuvre à la transition écologique. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et vous dirigez aussi plusieurs collections aux presses universitaires de France. Et puis, j'ajoute que peut-être certains vous reconnaîtront pour avoir participé et porté la liste Urgence écologie aux européennes de 2019. Une brève incursion politique avant de revenir au monde académique et à l'interpellation sur ces enjeux majeurs. Enfin, Mathieu Orphelin, j'espère que vous nous rejoignez, mais de toute façon, je vous présente. Vous êtes député écologiste du Maine-et-Loire. Vous avez rejoint La République En Marche en 2017 avant de prendre vos distances, notamment en raison des insuffisances des politiques publiques en matière écologique sous ce quinquennat. Et on vous présente souvent comme un proche de Nicolas Hulot. Voilà pour les présentations. Alors, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que l'effondrement? J'ai pensé que ce serait intéressant de commencer par vous, Dominique Bourg, pour essayer de nous aider, puisque vous êtes aussi un spécialiste de l'histoire des idées et que vous êtes philosophe, à nous faire comprendre le temps dans lequel nous sommes. Que vivons-nous aujourd'hui et qu'entend-on par la notion d'effondrement? Alors, merci Marine. L'idée d'effondrement, c'est l'idée c'est une dynamique qui conduit une société à voir ses effectifs démographiques, mais pas en 2 minutes, hein, ça peut être un temps long, diminuer drastiquement, et la composition, sa division sociale du travail aussi se simplifier, c'est-à-dire il y a moins de différenciation à l'intérieur de la société. Alors c'est déjà ça, la notion d'effondrement. Alors si on regarde, si vous voulez, l'idée est très vieille, hein, il suffit de regarder, de se tourner vers les anciens Égyptiens, ils imaginaient que les 5 premiers jours de l'année, eh bien, le dieu Ré pouvait très bien ne plus avoir envie de pousser sa barque solaire. Donc là, c'est un effondrement qui est à la fois social et à la fois cosmique. Tous les Européens ont appris à l'école que l'Empire romain s'est effondré, donc on a tous l'idée comme ça, effectivement, qu'une société peut connaître une dynamique qui la conduit vers le bas, vers des difficultés qui vont croissant. Ce qui va vraiment ramener cette idée avec une composante écologique, c'est la publication en 1972 du rapport Meadows, avec Denis Sedonella Meadows. C'était les 2 principaux. Et là, on modélise un peu les flux mondiaux avec, si je me souviens bien, 6 paramètres, dont celui de la population, les activités industrielles, les services, les ressources, etc. Et un des scénarios possibles, le scénario Standard Run, celui qui correspondait tout simplement à ce qu'on appelle business as usual, eh bien, effectivement, conduisait à une espèce de sommet des courbes et un abaissement des courbes, un retournement, c'est de la montée vers la descente entre 2020 et 2040. Alors, ça a déjà engagé tout un mouvement, c'est là qu'est né ce qu'on appelle le survivalisme, etc. Et puis, disons, les choses s'éloignent, la perspective s'éloigne un peu, en tout cas mentalement et moralement. Et puis, elle revient dès le début des années 2000, notamment avec l'apparition du livre Collapse, effondrement de Diamond. Ensuite, les travaux d'un physicien qui s'appelle Turner, avec un papier en 2008, un papier en 2012, qui revient sur les courbes de 72, de ce fameux scénario Standard Run, et qui montre qu'en fait, eh bien, par rapport à la réalité, en tout cas jusqu'en 2010, les écarts sont très très faibles.
Les écarts sont très très faibles. Ah oui. Et c'est ça qui va vraiment relancer cette... Il y a des micros qui sont allumés, là, c'est un peu gênant. Oui, attention. Est-ce que vous pourriez couper vos micros pour qu'on entende bien, s'il vous plaît? Merci d'être assez vigilant à ça parce que ça oui, c'est un peu perturbant. Merci beaucoup. Et donc, voilà. Et puis, vous le savez, alors, dans l'espace francophone, en 2015, il y a le livre de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens, hein, Comment tout peut s'effondrer. Et ça, le livre, sur un plan commercial, démarre très lentement, puis d'un seul coup, ça s'affole. Hein, il se vend par dizaines de milliers. Et manifestement, le thème de l'effondrement aujourd'hui est devenu un thème. Alors, dans l'espace francophone, très répandu, mais largement au-delà de l'espace francophone, même si nos amis nord-américains étaient un peu plus réticents, mais après les émeutes du 6 janvier, bien évidemment, ils s'y sont mis aussi un peu comme tous les autres. Et puis, on est un peu dans cette dynamique. Alors, je veux dire que il y a une façon de traduire ça, qui est une façon simpliste que moi, j'aime pas du tout, hein, par la Léve Cochet, c'est-à-dire que du jour au lendemain, dans tous les supermarchés de la planète, même là, il n'y en a pas, il n'y aura plus rien dans les rayons. Ça, c'est assez grotesque. En fait, c'est un plaquage d'un modèle, d'un world model sur des réalités historiques, des réalités géographiques qui sont différentes. Et en plus, le modèle lui-même, non, c'est des courbes qui descendent très lentement. Le modèle ne donne jamais lieu à un événement qu'on appellerait effondrement. Ce qui semble beaucoup plus réel, c'est qu'effectivement, on connaisse des chocs d'origine diverses, et que ces chocs s'accumulent, rendent la vie sur Terre plus difficile. Alors, je dois dire que ce qui nous arrive depuis un an, c'est quand même pas mal dans le genre. Là, on a un de ces chocs possibles. Hein. Alors, on a une mise quasi à l'arrêt, en tout cas d'une partie des activités économiques, au moins pour la moitié de la population pendant quelques mois au printemps de 2020. Et vous savez, tout le monde a compris maintenant que, alors déjà d'une part, la crise de la Covid, ce n'est pas une externalité, comme les économistes parlent d'une externalité, c'est vraiment la conséquence, et une des conséquences de nos modèles économiques et démographiques. Et puis évidemment, ça ne va pas s'arrêter, vous l'avez compris, il y aura d'autres variants, peut-être qu'on sera obligé de revacciner, il y aura peut-être d'autres pandémies, et on est peut-être dans une époque qui pourrait de ce côté-là ressembler à ce qu'on avait connu au moment du néolithique, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que là, on a une mise en continuité des sociétés humaines avec des réduits sauvages vis-à-vis desquels elles n'étaient pas en continuité, une déstabilisation générale des écosystèmes, et ça vous donne depuis plusieurs décennies vraiment une montée en puissance des zoonoses, et donc évidemment avec elles des épidémies, et là en l'occurrence d'une pandémie. Donc c'est ça la question de l'effondrement. Encore une fois, je le redis, c'est une dynamique de chocs successifs qui déstabilisent nos sociétés, et de manière plus générale, aussi bien avec l'effondrement du vivant qu'avec le climat, qui rendent l'habitabilité de la Terre plus complexe qu'elle ne l'était jusqu'à une date très récente. Voilà ce qu'on peut dire en termes d'histoire des idées, avec quelques petits éléments scientifiques derrière, au sujet de ce qu'on appelle l'effondrement, je précise, plutôt au pluriel, s'il vous plaît. Alors justement, ça tombe très bien parce que je voudrais que Valérie Masson-Delmotte, vous puissiez peut-être étayer ce que vient de dire Dominique Bourg avec quelques éléments scientifiques. Je crois que vous n'utilisez pas le terme effondrement. Expliquez-nous pourquoi. Non, je n'utilise pas, et donc ce que je veux faire, c'est parler de la manière dont, depuis quelques décennies, il apparaît de plus en plus clairement que les conséquences des activités humaines conduisent finalement à toucher du doigt certaines limites planétaires. Le premier signal très net a touché à la destruction de la couche d'ozone stratosphérique, qui a été découverte dans les années 70, pour lesquelles la communauté scientifique, les industriels, mais aussi les consommateurs, par des mouvements de boycott, se sont mobilisés à partir des années 80. Il y a eu un cadre international qui a été trouvé. On a graduellement éliminé les composés chimiques utilisés dans les systèmes de réfrigération, par exemple, qui détruisaient la couche d'ozone, en les remplaçant par d'autres substances qui, d'ailleurs, ont un effet de serre important. Et on commence maintenant à voir, à discerner une récupération, les débuts d'une récupération de la couche d'ozone qui se trouve dans la haute atmosphère, qui filtre une partie des rayonnements ultraviolets qui sont nocifs en fait pour notre santé, la santé des écosystèmes. Et pour moi, ça a été là, bien sûr, un des premiers signaux d'alerte vis-à-vis de conséquences des activités humaines qui touchent aux grands équilibres planétaires.
Et puis, à peu près en même temps, ont émergé les premiers constats d'une influence majeure des activités humaines par les rejets de gaz à effet de serre sur la composition de l'atmosphère, on le sait depuis la fin des années 1950, sur le cycle du carbone, avec cet effet de serre supplémentaire qui perturbe finalement l'équilibre du climat de la Terre. Et les premières connaissances scientifiques, elles datent aussi de la fin des années 1970. Elles n'ont fait que s'affiner. Et elles montrent à quel point on exerce une perturbation, je dirais, profonde du climat. Nous vivons tous, en fait, avec les conséquences de ce climat qui change, par des tendances, température, modification de régime des pluies, recul généralisé des glaciers, montée graduelle du niveau des mers, mais aussi par, au-delà de ces aspects un peu chroniques, insidieux, des effets plus aigus, puisque dans un climat qui se réchauffe, on a des événements extrêmes plus intenses. Ça peut être le cas des records de précipitations qui augmentent, car l'air plus chaud peut contenir plus d'humidité, ou bien directement des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. Et donc on vit avec ce climat qui change, non pas par le résultat de facteurs naturels, mais parce que les activités humaines perturbent profondément le bilan d'énergie de la Terre. Et pour bien percevoir les échelles de temps avec lesquelles on interagit, ou les échelles de perturbation, la chaleur en fait qui ne part plus vers l'espace et qui rentre en grande partie dans l'océan, du fait de l'effet de serre supplémentaire, c'est 20 à 30 fois plus que la quantité totale d'énergie primaire utilisée par l'humanité. C'est les ordres de grandeur des perturbations dans l'ensemble du système climatique qu'on exerce chaque année. Et deuxième ordre de grandeur, donc on a une grosse partie de cette chaleur supplémentaire qui rentre dans l'océan, et le temps de mélange des masses d'eau dans l'océan mondial, c'est de l'ordre du millier d'années. Donc la perturbation qu'on a déjà faite, elle est irréversible par cette accumulation de chaleur dans l'océan. Mais par contre, l'évolution future du climat, elle va dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir. Elle n'est pas actée. Mais il y a une inertie des voitures qui existent aujourd'hui, des chauffages qui existent aujourd'hui, des systèmes alimentaires qui existent aujourd'hui, la manière dont on s'alimente et dont on produit notre alimentation, une inertie dans les infrastructures industrielles, dans les villes telles qu'elles ont été construites. Et donc cette inertie fait que, inéluctablement, et même si on agit au maximum tous pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les jeunes générations d'aujourd'hui vont devoir vivre sur plusieurs décennies avec un climat qui continue à changer. Si on agit massivement sur la cause du réchauffement climatique, on peut limiter finalement le rythme et stabiliser cette évolution du climat, mais ça se fait en plusieurs décennies. C'est pas quelque chose, je vais donner l'analogie avec une pandémie, vous voyez en fait une multiplication des cas, vous discernez la montée d'une vague, vous prenez des mesures radicales en fait, le résultat vous l'avez en quelques semaines. Sur l'évolution du climat, c'est plutôt de l'ordre de 10, 20, 30 ans. Donc ce sont des échelles de temps différentes. Mais ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est que nos choix comptent. C'est-à-dire, il y a une partie des évolutions qui va être inéluctable, on a une information scientifique disponible, on peut l'utiliser en appui à la prise de décision pour limiter les conséquences, c'est ce qu'on appelle l'adaptation, la gestion de risque. Et puis, on peut aussi agir profondément pour construire en fait des transitions dans tous les grands systèmes de production, énergie, système alimentaire et gestion des terres, la façon dont on conçoit les villes, les systèmes industriels, les grandes infrastructures. On peut agir aussi en termes de transformation de nos sociétés pour maîtriser notre demande en énergie, notre demande alimentaire, notre demande en matériaux non renouvelables. Et donc au final, la question qui est posée pour moi fondamentalement par rapport au changement climatique, c'est la question de ces choix, des choix individuels, des choix collectifs, la capacité à construire des transformations qui ne sont pas subies. Subir, ça veut dire ne pas agir sur la cause des problèmes et gérer les conséquences, mais des transformations qui sont choisies, qui sont éthiques, par exemple, au bénéfice du climat, mais aussi de la qualité de l'air, de la préservation de la biodiversité, des transitions qui soient équitables, des transitions qui soient justes et perçues comme justes. Et pour moi, c'est là l'enjeu qui est majeur. Et je vais revenir sur le choix des mots. Je vais vous dire pourquoi effondrement ne vous convient pas.
Paul Crutzen, qui était un des scientifiques qui a découvert en fait le problème de l'ozone, sa cause, et qui a contribué à mobiliser l'ensemble finalement de la société pour apporter une réponse. Lui, il avait introduit le terme d'anthropocène dans les années 2000 pour montrer finalement à quel point on est dans une nouvelle ère où les activités humaines ont des répercussions à l'échelle planétaire. Et donc les problèmes ne peuvent pas être réglés localement, ils ont besoin d'être réglés par des mécanismes coordonnés au niveau mondial. Le terme effondrement, je ne l'utilise pas, en particulier parce que j'ai lu l'ouvrage de Jared Diamond qui s'appelle Collapse et qui donne quelques exemples assez frappants. Ça commence par la description des Groenlandais, des Vikings qui vivaient au Groenland, et il présente une thèse suggérant que cette petite société a disparu. Elle a d'ailleurs été remplacée par les Inuits, qui sont très adaptés au climat arctique. Sa thèse est qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter, à transformer leur mode de vie. Néanmoins, les travaux que j'ai menés au Groenland, en interagissant avec des archéologues sur place, montrent que les sociétés vikings de l'époque ont adapté leur mode de vie, se sont transformées, et puis n'ayant pas pu subsister pour un ensemble de raisons qui ne sont pas simplement parce qu'il a fait un petit peu plus froid, mais aussi par rapport à l'évolution du commerce mondial, du modèle économique en fait, de leur petite population, ils sont probablement repartis, puis on n'en a plus entendu parler. Et le même récit porte sur l'île de Pâques, avec également des travaux récents qui montrent qu'une vision un peu simpliste d'une société qui se développe et puis qui s'effondre s'est remis en cause par les travaux des archéologues, des historiens, qui montrent qu'il n'y a pas que des déterminants environnementaux, il y a beaucoup de déterminants sociaux, et puis que les sociétés parfois se transforment, et qu'une vision un peu binaire d'effondrement n'est pas toujours la meilleure manière de décrire ces aspects-là. Et dernière chose, donc sur le discours en fait, qui s'appuie sur le terme d'effondrement, le discours qui se revendique de la collapsologie n'est pas forcément scientifique. Il donne les apparences d'une approche scientifique, mais en fait c'est un discours, c'est un récit qui est proposé, avec aussi une vision parfois idéologique, mais qui est cachée dans ce discours. Et donc moi je n'utilise pas ces termes, je parle d'ailleurs pas non plus de croissance, je parle de développement délibérément, pour pas en fait qu'on associe à ma réflexion sur le climat et sur l'importance des choix et des solutions qu'on peut mettre en œuvre pour limiter les risques liés au climat, qu'on ne puisse pas y projeter différents types de discours et pour me focaliser sur les éléments de connaissances scientifiques les plus précis possibles. Merci, on reviendra bien sûr dans la deuxième partie sur le comment que vous avez commencé un petit peu à dresser en quelques pistes, mais merci de rappeler le risque de confusion qui nous menace. Madame Renoir, je vous laisse la parole pour nous dire ce que vous entendez vous par effondrement. Est-ce que vous reconnaissez pour le coup ce terme ? Oui, merci beaucoup et bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais prolonger ce qui a été dit à la fois par Dominique et par Valérie, peut-être en resituant aussi, moi, ce que dans ma vie quotidienne, j'entends régulièrement beaucoup de débats, là, dans le cadre du campus de la transition ou dans le cadre d'interactions avec des jeunes, qui peuvent être très marqués par justement le discours des collapsologues, comme Pablo Servigne et d'autres, ou marqué aussi par des personnes comme Jem Bendell, dont certains ont peut-être entendu parler, qui est quelqu'un qui est un professeur en Angleterre, dont un ouvrage a été traduit récemment sous le titre « Adaptation radicale », l'idée de « deep adaptation ». Et en fait, d'ailleurs, la postface est faite par Pablo Servigne. Et là, c'est ce type d'argument pour souligner la gravité de ce qui est en cause. Donc, ça rejoint toute l'analyse scientifique qui peut être faite sur les enjeux liés à l'évolution du climat, de la biodiversité, et se dire, voilà, comment prendre au sérieux tout ça. Et au fond, ce que j'entends derrière le discours de collapsologue vu de ce point de vue-là, c'est dire arrêtons, sortons du déni. Et un déni qui est à la fois un déni dans l'interprétation de ce qui se passe et un déni que Bendell, par exemple, appelle un déni implicatif, c'est-à-dire pas prendre au sérieux ce qui se passe. Ça veut dire que dans sa vie quotidienne, dans les choix que nous posons individuellement ou collectivement, nous n'allons pas assez loin. Alors, ce qui est intéressant Attention quand au micro, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Attention au micro. C'est intéressant, je pense, à travers ces arguments-là, de se dire, au fond, ce qui est derrière,
c'est une préoccupation extrêmement forte vis-à-vis de la gravité et l'urgence qu'il y a à transformer un certain nombre de nos pratiques individuelles et collectives, et donc une invitation à être face à la catastrophe qui vient. Après, ce qui est effectivement qui peut être très contestable, c'est le fait de donner des dates. Par exemple, Bendel dit ça va être dans les 10 années qui viennent. On est, alors je le cite, il dit l'effondrement est inévitable, la catastrophe probable et l'extinction possible, au sens même de l'extinction de l'humanité. Bon. Donc on voit bien que là, il y a un basculement à partir d'analyses qui sont tirées d'un certain nombre de faits, d'évolution qui donne lieu à des diagnostics par les chercheurs du GIEC ou autres. Et puis là, ensuite, on bascule vers un discours complètement catastrophiste qui peut jouer dans les deux sens. Parce que pour certains, et d'ailleurs ce que Bendel dit ou d'autres, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de se démotiver, c'est que c'est faire face à la catastrophe pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'actions, d'attitudes personnelles et collectives qui nous permettent de changer les choses. Mais le risque, c'est aussi, et là je reprends aussi des analyses faites par exemple par Catherine et Raphaël Larère dans un ouvrage récent qui est une critique du discours collapsologue, qui s'intitule « Le pire n'est pas certain ». Ce qu'il souligne, c'est que le danger du discours des collapsologues, quand il est trop général, c'est qu'il ne permet pas du coup de faire droit à la diversité des situations, à une certaine incertitude par rapport aux chocs, pour reprendre ce qu'évoquait Dominique sur la succession de chocs qui sont devant nous, mais nous ne savons pas exactement. Il y a un an, bon nombre d'entre nous étaient très loin de penser qu'on vivrait l'année que nous allions vivre. Et donc, beaucoup de ces chocs sont inanticipables, même si nous savons qu'il va y en avoir et de plus en plus. Et du coup, la question, c'est aussi d'être attentif au fait que une vision trop globale ne nous permet pas finalement de regarder ce qui va se passer à l'échelle des territoires et en étant attentif aux différences qu'il peut y avoir d'un territoire à l'autre, d'une société à une autre. Donc pour moi, c'est vraiment très important, derrière les débats autour des termes, mais d'être face à cette réalité extrêmement grave et qui nous concerne tous de différentes manières. Et là, je reprends volontiers ce qu'évoquait Valérie Masson-Delmotte, de la nécessité que nous avons à nous poser de bonnes questions, donc d'un point de vue éthique, qui engage les questions de responsabilité des acteurs, qui ne sont pas tous situés de la même manière, qui ont des marges de manœuvre différentes, et s'interroger sur le rôle que nous avons tous comme citoyens, comme consommateurs, mais aussi le rôle que nous avons au titre de nos engagements dans des entreprises, dans des universités, dans des ministères, etc., dans des associations, et que nous avons des responsabilités différenciées, mais communes, pour reprendre aussi cette expression qui était beaucoup utilisée pour parler des responsabilités des pays là, dans les réunions, dans les COP successives. Mais ça vaut aussi à une échelle, à l'échelle des individus et des groupes. Alors, effectivement, c'est intéressant parce qu'on va être tout le temps dans ces questions d'échelle, en fait. Hein. On le disait, c'est un enjeu évidemment mondial. Et puis nous, on vit dans nos territoires, on est interpellé au niveau individuel, donc on est en permanence face à ces questions d'échelle. Peut-être pour aborder la manière dont... Que faut-il faire, que vous avez d'ailleurs commencé à un petit peu aborder, et surtout, quelle espérance, parce que c'est quand même assez écrasant, hein, faut être honnête. Peut-être la première chose, je fais juste une toute petite incise pour dire que malheureusement, donc Mathieu Orphelin n'a pas pu nous rejoindre et puis il était coincé. Donc malheureusement, on ne l'aura pas avec nous ce soir. Voilà, j'espère qu'on le verra sur d'autres conférences. Je voulais vous interpeller peut-être sur le fait qu'on se sent quand même pieds et poings liés. On voit bien que, bon, le déni de la gravité de la situation, on commence à en être loin et heureusement, il y a de moins en moins de personnes pour le nier. Mais en revanche, le fait de se sentir pieds et poings liés dans un système nous fait très démunis finalement. Alors, quelle espérance, quelle piste, quel horizon peut-être, Dominique Bourg?
Oui, merci Marie. Je vais revenir, mais juste deux minutes, je veux quand même revenir à cette histoire d'effondrement parce qu'il y a parfois des choses qui sont fausses. On a reproché beaucoup de choses à Diamond et beaucoup de ces reproches ne sont pas fondés. Par exemple, on lui a reproché, on lui a dit bah, il y a encore des Mayas, mais la définition que je l'ai donnée au départ, c'est celle de Diamond. Hein, c'est-à-dire, c'est une société qui voit sa démographie diminuer de façon importante et la complexité de son organisation sociale se simplifier, se réduire. Ça ne veut pas dire que tout disparaît et qu'il n'y a rien. Donc, c'est une objection débile à Diamond que de lui dire qu'il y avait encore des Mayas. Je veux dire, et effectivement, si les Groenlandais ont fini quand même partir et puis cesser leur colonie, c'est que manifestement, ils n'arrivaient plus à vivre là où ils étaient. Donc, dire que ce n'est pas un effondrement, je ne comprends pas bien. Alors, on simplifie beaucoup, mais on simplifie dans les deux sens. Donc, je referme cette parenthèse là-dessus et peut-être que certains collapsologues ont simplifié, bon, pas par les livres Cochet, mais son histoire, effectivement, demain à 15h, il n'y a plus rien dans les supermarchés, c'est débile. Enfin, voilà. Encore une fois, un effondrement, ce n'est pas la fin de l'humanité, c'est une dynamique de choc qui emporte une société et qui l'emporte plutôt vers le bas, en tout cas en fonction de certains critères. Ok, une fois qu'on a dit ça, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Écoutez, là, moi, je vais me référer à un rapport récent, c'est le rapport de l'Agence européenne pour l'environnement. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Il nous permet, si vous voulez, de dépasser ce dont on nous a rebattu les oreilles pendant les décennies qui ont précédé. Hein, tout ça, c'était dans le cadre du développement durable. Qu'est-ce qu'on nous disait dans le cadre du développement durable? On nous disait, les amis, c'est pas bien grave, il faut absolument que nos PIB continuent à croître d'un côté, mais de l'autre, rassurez-vous, les flux de matière et les flux d'énergie qui sont en fait avec la démographie, ce qui déstabilise les écosystèmes, tout ça va se réduire. En fait, non, on sait très bien, si vous voulez, que quand on produit des objets, quand on produit des infrastructures, eh bien, il y a forcément, par point de PIB, un pourcentage de croissance des flux de matière et des flux d'énergie. Ça, on sait qu'on n'arrive pas. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut parler d'une décroissance en général? Non, ce que ça veut dire, c'est qu'en tout cas, ce qui doit décroître, c'est en fait le volume de nos économies, c'est-à-dire leur teneur en énergie, qui pour le moment est essentiellement carbonée, à un peu plus de 80%, en énergie et en matière. Et ça, l'Agence européenne pour l'environnement nous le dit, on n'a pas de choix, ça, on doit le faire décroître. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut une décroissance en général? C'est assez compliqué. Ce qu'eux essayent, appellent de leur vœu, il y a beaucoup d'analystes qui vont dans le même sens, c'est comment effectivement, tout en détruisant ce type d'activité, comment on pourrait rééquilibrer ces réductions par des activités nouvelles, des activités humano-centrées, donc autour du soin, autour de la culture, etc., qui seraient avec une teneur, si vous voulez, en carbone et puis en matériaux qui est très faible. Si vous allez voir votre psychiatre à pied et si vous montez au 4e sans ascenseur, effectivement, eh bien, à part les semelles que vous aurez usées, vous avez dépensé relativement peu de carbone, si ce n'est le cycle biologique. Donc, voilà, et on est un peu face à ça. Donc, il faut éviter, si vous voulez, les discours simplistes. Quand on parle de décroissance, c'est encore une fois la base matérielle, et ça inclut aussi notre démographie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de substituer des activités, mais en tout cas, ce n'est pas des activités qui consistent, excusez-moi, à produire des objets et à produire des infrastructures. Oui, mais pardon Dominique, parce que la question, c'est quand même ça. C'est qu'une fois qu'on a fait ce constat, est-ce qu'on n'est pas pieds et poings liés? Puisque quelle espérance, ça veut dire comment est-ce qu'on peut endosser ça quand les constats qu'on fait, les préconisations, vous le dites vous-même tous, qu'on fait depuis 40 ans, ne sont pas prises en compte parce que notre système est englué d'une certaine façon pour des tas de bonnes raisons. Ah oui, moi je donne un exemple, je donne souvent, c'est l'article 3, alinéa 5 de la Convention 4 des Nations Unies pour le climat. On dit, ok, on peut bien, mais attention, en aucun cas, il faut que ça entrave le commerce international. Le commerce international, ça a été une des raisons, si vous voulez, de l'explosion de nos émissions de gaz à effet de serre et évidemment des flux de matière de façon générale. Jusqu'à maintenant, on n'a pas voulu regarder le problème en face. Moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est que aussi bien dans l'opinion
hein, que aussi bien dans l'opinion que aussi bien du côté des experts, si vous voulez, on a sur ce que je viens de dire sur les flux de matière et les flux d'énergie, on a une espèce d'unanimité maintenant qui s'est créée. Ça avait commencé la première fois avec le rapport UK, hein, du développement durable. Ça avait donné lieu au livre de Tim Jackson, Prosperity Without Growth, hein, Prospérité sans croissance. Bien, là, on avait un premier pas. Quand on regarde ce rapport de l'Agence européenne dont je parlais tout à l'heure, on a un deuxième pas. On commence à mieux voir les choses et comment on doit réorienter nos activités. On n'y est pas très près pour le moment. Mais je voudrais dire deux choses qui sont vraiment à mes yeux très importantes, si vous voulez. C'est que cette histoire de décroissance, mais encore une fois, je vous ai dit, l'essentiel, c'est les flux de matière, les flux d'énergie. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à déconnecter. Mais si vous regardez la croissance aujourd'hui, ce qu'elle signifie, eh bien, si vous voulez, autant pendant les 30 glorieuses, il est très clair que la croissance en termes de PIB a vraiment débouché sur l'augmentation du bien-être des individus. Depuis le début des années 70, c'est moins vrai. En tout cas, c'est beaucoup plus discutable. Et dans certains cas, vous avez des formes de croissance qui, au contraire, peuvent déboucher sur une destruction même de notre bien-être. Et puis, on a un type d'agriculture, on a un type de vie urbain, etc., qui sont en fait assez destructeurs, si vous voulez, pour notre santé. Donc, on s'est enfermé dans un modèle de société où on a continué à faire comme s'il y avait une espèce d'équivalence, si vous voulez, entre la croissance du PIB, l'augmentation du bien-être, sa répartition, donc moins d'inégalités, etc. Ce qui était vrai pendant la période des 30 glorieuses, ça n'est plus vrai du tout. Et en fait, c'est pas tant là, directement, c'est plus compliqué. C'est pas simplement la croissance qui a permis, par exemple, d'améliorer le système sanitaire. C'est plutôt la distribution de la croissance. Et si effectivement vous agissez plus à l'amont, si vous faites disparaître certaines causes de maladies, ben évidemment, vous aurez des besoins en termes sanitaires qui seront moins grands. Donc, en fait, on est face à un défi, qui est un défi majeur, je vais y revenir, mais encore une fois, ce défi, il ne comporte pas que des aspects négatifs. Si on admet qu'on doit reconstruire, qu'on doit en quelque sorte un peu shifter de civilisation, si j'ose dire, eh bien, tout n'est pas absolument noir. Maintenant, en revanche, là où la chose est très claire, si vous laissez faire les entreprises, si vous n'incitez pas de façon forte, par des règles nouvelles, les individus à changer, à commencer par chacun de nous, un certain nombre de comportements, bah écoutez, dans 20 ans, on sera à peu près en pire, là où on est aujourd'hui. Et donc, si on n'arrive pas à changer des points d'organisation importants dans nos sociétés, on n'arrivera pas à faire face à cette dynamique de dégradation continue dont le climat est un paramètre fondamental, mais un paramètre. Si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe sur le front du vivant, et c'est un peu une surprise, ces quelques dernières années, on s'est aperçu que au-delà des bactéries qu'on ne compte jamais dans la biodiversité, si vous voulez, du côté des êtres pluricellulaires, tout l'étage des arthropodes, dont les insectes, c'était une surprise avec quelques études durant les 4 dernières années, une surprise de constater à quel point on avait un effondrement de cet étage de la vie sur Terre. On ne va pas continuer indéfiniment avec ce système. C'est une folie. Et donc, voilà, il faut changer des règles. Après, lesquelles on peut en parler, mais au moins, ça, c'est la chose la plus importante qu'il convient de comprendre. Et là, on aurait aimé sans doute entendre Mathieu Orphelin sur son point de vue sur la Convention climat qui a inspiré le projet de loi. Mais je ne vous lance pas, Dominique. Je donne la parole à Valérie Masson-Delmotte pour nous dire, je crois que vous parlez de courage pour aborder le défi dont parlait Dominique Bourg. Comment avoir ce courage? Oui, alors je repensais à votre question et donc moi je vais répondre à l'angle du changement climatique parce que c'est ce que je connais et c'est le sujet sur lequel donc j'ai conduit un certain nombre d'évaluations collectives sur finalement les niveaux de réchauffement qui permettent de réduire un certain nombre de risques et d'assurer un développement soutenable en fait, mais également sur l'océan et tout ce qui est enneigé, englacé dans un climat qui change, donc les milieux naturels dont on dépend directement ou indirectement, et aussi sur le changement climatique et l'utilisation des terres. C'est les 3 sujets sur lesquels on a rendu des rapports ces dernières années. Et au-delà de ça, donc, ce que je voulais dire, c'était les choses suivantes. Le constat scientifique n'a fait que s'affiner depuis une trentaine d'années. Il était là au départ. Il n'a pas été complètement entendu, pris au sérieux. Maintenant que chacun vit
avec les conséquences d'un climat qui change et qui sont visibles, visibles pour chacun d'entre vous. Des vagues de chaleur à 45 degrés dans le sud de la France, le recul des glaciers, une augmentation des records de pluie, c'est visible en fait pour une personne qui observe son environnement et son évolution dans le temps. Ça conduit à une prise de conscience de la vulnérabilité et des interdépendances. C'est aussi ce que montre la pandémie d'ailleurs, à quel point, quel que soit notre niveau de développement, de richesse, on vit avec ces interdépendances et ces vulnérabilités partout. Et je pense que c'est un moteur extrêmement important pour s'approprier ces enjeux et pousser à l'action. Il y a également une prise de conscience qui est frappante partout dans le monde de citoyens qui individuellement ou collectivement réfléchissent. Ça s'est manifesté par des mouvements de jeunesse, mais pour moi, et dans la perception que j'en ai, c'est beaucoup plus profond que ce qui a été montré de ces mouvements de jeunesse. C'est très profond dans la plupart des régions du monde et encore plus dans les pays en développement qui ont une conscience plus aiguë de leur vulnérabilité et qui sont souvent aux premières loges des conséquences de conditions climatiques nouvelles qui n'étaient pas expérimentées précédemment. Si on regarde l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, on voit que pour plus d'une trentaine de pays, il y a un pic qui a été atteint et ça diminue. Ça diminue lentement, pas assez vite, mais ça diminue. Et donc l'enjeu, c'est d'accélérer finalement un effort qui a démarré lentement. Plus on accélère, plus on baisse rapidement les émissions mondiales de gaz à effet de serre, plus l'effort en fait est faisable, plus on arrive à limiter l'ampleur du réchauffement dans les décennies à venir à un niveau bas. Et c'est étroitement lié aux capacités à agir, au niveau de développement. Et donc, il y a bien sûr des enjeux de solidarité internationale qui sont majeurs, en fait. Pourquoi? Parce que les solutions qui existent, pour moi, elles relèvent de trois grandes natures. Des ruptures technologiques qui permettent d'accéder à l'énergie dont on a besoin bas carbone, de se déplacer bas carbone. Et donc les innovations, ça peut être par exemple des véhicules électriques, mais aussi des solutions plus légères, des vélos électriques, beaucoup plus abordables, moins chers, mais qui demandent des infrastructures. C'est aussi des innovations sociales. Par exemple, on exerce une pression très forte sur l'utilisation des terres. Et on a besoin des terres pour beaucoup de choses. Protéger les écosystèmes et le vivant, produire l'alimentation humaine, l'alimentation animale, les fibres pour nos vêtements, produire de l'énergie à partir de la biomasse, stocker du carbone, et elles sont sous une pression majeure qui ne va faire que croître dans un climat qui se réchauffe avec des rendements agricoles qui parfois stagnent ou diminuent. Les transformations dans ce secteur-là, elles sont partout. Elles sont à la fois dans les modes de production, dans la gestion du foncier, dans les règles du commerce international par rapport à la déforestation importée, mais elles sont aussi dans l'évolution de nos régimes, de nos pratiques alimentaires. Il n'y a pas une solution unique et c'est pour ça que je parle d'innovation sociale, en fait, de prendre les choses dans leur ensemble et d'agir sur chacun de ces aspects. Et puis le dernier volet pour moi qui est important, c'est aussi le fait d'emmener tout le monde, de laisser personne derrière. C'est vraiment la vision d'un développement soutenable. Et donc ça demande aussi d'avoir des solutions qui soient abordables, frugales, qu'on puisse déployer partout, de bon sens, des choses faciles à réparer et qui permettent à chacun, quels que soient ses revenus, de trouver des solutions pour vivre bien, vivre mieux, tout en réduisant son empreinte sur l'environnement. Et il y a des choses qui relèvent en fait de mouvements profonds de société, qu'on voit déjà se dessiner. On voit des changements dans les pratiques de consommation. On voit une aspiration à avoir en fait des choses beaucoup plus durables, beaucoup plus locales aussi, dans de nombreux cas. Mais ce n'est pas simplement ce qui va venir des individus comme ça. Et dans le passé, toujours les grandes transformations de société, elles sont venues quand il y a eu des mouvements qui venaient de la société civile, qui étaient prêtes au changement souvent bien avant les gouvernements. Elles viennent aussi d'innovation en termes de gouvernance, c'est-à-dire ce qu'on peut faire à l'échelle d'un quartier, ce qu'on peut faire à l'échelle d'une ville, d'une région, à l'échelle d'un État, pour nous à l'échelle européenne. Et l'articulation entre ces différents échelons, elle est fondamentale pour aller plus vite, pour aligner les choses dans le même sens et faire en sorte d'avoir des transformations plus rapides. Il y a des enjeux de réorganisation des financements, sortir des énergies fossiles, sortir des systèmes agro-industriels qui sont toxiques en fait pour l'environnement et toxiques pour la santé humaine par rapport à des modes d'alimentation pas du tout soutenables, qui conduisent à une prévalence terrible d'obésité par exemple. Voilà, donc il y a des enjeux à tous ces niveaux-là, et peut-être plus profondément,
il y a des enjeux sur les valeurs. Vous avez posé ces questions au départ, de réfléchir à nos valeurs, de réfléchir à ce que c'est que vivre ensemble. J'ai regardé d'ailleurs récemment, par hasard en fait, sur le site du ministère de l'Éducation nationale, ce qu'étaient les valeurs de la République. Il y a des valeurs essentielles en fait du vivre ensemble dans une République, mais la protection de l'environnement n'y apparaissait pas. Et donc par rapport aux discussions qu'on a aussi dans notre société dans son ensemble, mettre en premier, par exemple dans la Constitution, le fait que pour une République, pour une démocratie, préserver l'environnement et le transmettre aux jeunes générations d'aujourd'hui, agir pour ça, ça me semble fondamental. Donc, vous posiez quelles étaient les questions de l'espérance. Pour moi, en fait, l'espérance, ça vient de la lucidité sur les enjeux, de l'analyse de sa propre vulnérabilité, de sa propre responsabilité, individuellement et collectivement, de ne pas dire, comme on entend souvent, pourquoi agir en France, on pèse qu'un pouillème de % des émissions mondiales. Non, en fait, chacun a une responsabilité, chacun a une capacité à agir, mais l'enjeu, c'est d'arriver à structurer les choses pour pouvoir agir ensemble et agir de manière solidaire, en accompagnant ceux qui ont moins de capacité à agir, ici comme partout ailleurs. Merci pour ces pistes très concrètes. J'ai envie de rebondir en donnant la parole à Cécile Renoir sur l'idée qu'on évoquait en préparant cette rencontre sur le fait qu'on n'est peut-être pas non plus exactement tous appelés à la même chose et on voit bien que ces questions parfois nous divisent entre ceux qui sont très avancés dans la prise de conscience et qui ont l'impression de faire des choses et puis ceux qui sont encore peut-être dans des entreprises moins vertueuses, etc., etc. Comment est-ce que voilà, on peut aborder ça dans une forme aussi de sérénité pour pas se battre entre nous sur ces questions-là? Oui. Merci. Oui, ce qu'on se disait l'autre jour, c'était précisément l'expérience que je peux faire avec des jeunes avec lesquels j'habite là sur le lieu du campus et qui, bon, pour beaucoup sont extrêmement motivés, sont vraiment des militants de l'engagement sur les questions écologiques et sociales et qui me partagent souvent les difficultés qu'ils ont familialement à pouvoir essayer de rendre compte de leur expérience, d'autant plus que pour certains, ils ont choisi au moins pour un temps de ne pas avoir un travail rémunéré, mais un engagement dans un projet qui a pour eux du sens, voilà, et qui est une manière pour eux de réfléchir au type d'engagement professionnel qu'ils auront ensuite, voilà, sans doute sur une plus longue durée, mais qui rencontrent parfois beaucoup d'incompréhension et qui me partageaient aussi le cheminement qui a pu être le leur, où ils disent finalement, il y a une forme d'indignation et de colère que nous avons et qui est parfois très contre-productive parce qu'elle nous met en porte-à-faux avec nos familles ou parfois nos proches qui ont des styles de vie qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on estime être ce qu'il faudrait faire pour pouvoir être à la hauteur des enjeux. Mais au fond, on voit bien, et je pense que nous sommes tous pareils, quand on nous rentre dedans en nous disant « tu n'y es pas du tout », en fait, sans nous donner forcément de chemin pour changer nos façons de vivre et nos façons de faire, eh bien, on peut se sentir juste jugé. Et puis, ça peut être ensuite des stratégies de repli ou caricaturer aussi la position de l'autre, etc. Et du coup, moi, je trouve que c'est intéressant d'essayer de se poser les questions des différents types de transformations qui sont nécessaires. Et il me semble qu'il y a à la fois ces transformations liées à nos choix individuels. Et là, bon, je renvoie là encore à cette étude qui a été faite par le cabinet Carbone 4 il y a 1 an ou 2, qui montrait que finalement, nos efforts individuels pourraient peser pour à peu près 25% des transformations nécessaires. En disant, et que si les gens s'y mettaient beaucoup plus à titre individuel, on pourrait arriver même à aboutir à des changements qui soient tirés à peu près de l'ordre de 40% en lien avec ces changements de style de vie individuel ou collectif. Mais évidemment, on a tout autant besoin de ces transformations structurelles là que l'un et l'autre vous évoquiez, Dominique et Valérie, avec le fait de travailler sur les enjeux à la fois de gouvernance, sur ces enjeux relatifs à la transformation de nos modèles économiques
et en voyant bien que là, pour l'instant, on n'y est pas du tout, et que la façon dont la rhétorique, notamment du développement durable, a été présentée comme nous permettant d'associer sans problème les enjeux de croissance du PIB avec les questions ou maximisation du profit, cela pouvant aller de pair avec le progrès social et le respect de l'environnement, on voit bien que si c'était si simple, on le saurait. Et précisément, ce qui est compliqué là, c'est de trouver aussi les leviers qui sont les leviers qui vont vraiment permettre de changer d'échelle dans les transformations souhaitables. Alors, pour travailler depuis un certain nombre d'années sur cette question de la responsabilité des entreprises, moi, ce qui me frappe assez souvent, c'est qu'on mélange des demandes à l'égard des entreprises et on noie le poisson, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas forcément sur ce que représentent les transformations les plus cruciales pour pouvoir précisément changer les règles du jeu, type s'interroger sur la question de la transformation nécessaire des normes comptables si on veut pouvoir intégrer et évaluer le coût de maintien du capital naturel ou du capital humain, et intégrer ça dans une représentation différente de ce qu'est un modèle économique pérenne, qui soit respectueux des limites planétaires. Et on a parfois des exigences. Qui engage ça? Qui engage ça? Je veux dire, à un moment, si l'entreprise ne va pas le faire au niveau individuel, entre guillemets, il faut bien qu'à un moment, il y ait un levier suffisamment puissant pour qu'elles acceptent collectivement de changer de soumettre à des règles comptables différentes. Oui, mais précisément, ça, c'est ce qu'on peut appeler la responsabilité politique des entreprises et des dirigeants. C'est précisément être sur une logique qui soit aussi du plaidoyer, on pourrait dire, pour une transformation des règles du jeu, sachant qu'on voit bien que l'entreprise, elle peut avoir des marges de manœuvre pour transformer des choses, mais seule une entreprise ne pourra pas changer, elle peut pas elle peut faire des expérimentations pour intégrer des nouveaux dispositifs en termes de normes comptables, mais elle est tributaire des normes IFRS à l'échelle internationale, d'une comptabilité au niveau des États, d'un système qui doit être changé, mais qui ne peut résulter que de décisions prises aussi par le politique et par les législateurs. Et du coup, ça pose la question de la capacité qu'ont des entreprises à agir à rebours du lobbying pour des intérêts privés à court terme, qui est quand même, on sait qu'un certain nombre d'entreprises ont beaucoup, par exemple, dans les années 70 et 80, il y avait à l'ONU un centre de surveillance des multinationales qui voulait arriver à l'édiction d'un code de conduite contraignant pour les entreprises. Et en fait, on a depuis une vingtaine d'années ce qu'on appelle le pacte mondial de l'ONU, qui a pris le relais de tous ces efforts qui ont été vains pendant des années pour contraindre les entreprises à intégrer des critères sociaux et environnementaux de manière beaucoup plus forte. Et le pacte mondial a été une manière d'inciter les entreprises à entrer dans des dynamiques plus vertueuses. Et donc, en permanence, on est dans ce jeu entre l'incitation à l'égard des entreprises pour qu'elles décident d'aller plus loin, et en même temps la nécessité de mettre en place des normes contraignantes. Et là, des organisations il y a un certain nombre d'ONG, le CCFD Terre Solidaire est une des organisations là, qui prépare cet événement et qui est très active sur ce sujet-là. Et je pense que, moi, je me rappelle, quand j'écrivais ma thèse il y a une vingtaine d'années, un patron du CAC 40 m'avait dit qu'il ne fallait pas que je le cite, mais et il me parlait franchement en me disant, les ONG militantes, il m'avait dit, je suis fana pour, parce qu'elles permettent justement d'aiguillonner les entreprises, parce qu'elles jouent sur leur réputation, donc sur leur cours en bourse, et qu'au fond, on a absolument besoin d'avoir des postures complémentaires pour pouvoir faire bouger les choses. Et alors au campus, on parle très souvent, en reprenant les analyses de Olin Wright, qui est un politologue décédé il y a quelques années, qui réfléchissait justement aux enjeux de transformation en se demandant s'il faut plutôt, en soulignant la nécessité finalement de relier les perspectives qu'il appelait les perspectives réformistes, les perspectives en rupture et des perspectives dites aux interstices. Et alors, moi, j'ai réfléchi souvent à propos du projet du campus qui est un peu au carrefour de plusieurs mondes. Et au fond, ce que je me dis souvent, c'est que nous avons besoin des trois postures. On a besoin de cadres dirigeants qui, dans les entreprises, essayent
de faire bouger les choses pour prendre à bras-le-corps la nécessité de transformer les modèles économiques en intégrant de façon beaucoup plus forte justement des critères sociaux et environnementaux. On a aussi besoin de perspectives en rupture, c'est-à-dire de personnes, de collectifs qui disent « mais ça ne suffit pas d'être dans une perspective réformiste, il faut aussi cet aiguillon extérieur ». Et les perspectives aux interstices, c'est celles qui essayent, là où elles sont, à l'échelle de territoire ou autre, de proposer d'autres modèles qui permettent déjà de changer des choses à une échelle très locale, mais qui ne suffisent pas non plus, qui nécessitent d'être relayées par des transformations en termes de politique publique, en termes de stratégie d'entreprise à l'échelle de filières ou autres. Et voilà. Et puis le troisième type de transformation nécessaire, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la transformation intérieure, ce qui rejoint ce qui était évoqué par Valérie à propos des valeurs. Je pense que ça touche aussi les enjeux profondément spirituels, alors au sens le plus large du terme spirituel, la réflexion sur le sens. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de perspectives qui sont offertes à la fois par les traditions religieuses et spirituelles, par des cheminements proposés, par exemple, je pense aux travaux de Joanna Macy, qui est elle-même est bouddhiste, mais elle propose des réflexions, ce qu'on appelle le travail qui relie, pour des personnes qui ne sont pas forcément inscrites dans une tradition religieuse déterminée, mais qui sont face à la catastrophe qui vient ou qui sont très angoissées parce que des proches ou des gens plus éloignés vivent et parce qu'il est en train de se multiplier en termes de phénomènes extrêmes, et qui se disent mais comment affronter ça de façon lucide, mais justement avec espérance. Et je pense que ce travail sur nos émotions, à titre individuel et collectif, il est fondamental pour ne pas être justement dans des stratégies de déni, de sauve qui peut, dans un repli individuel ou collectif. Et au fond, là, je voudrais reprendre aussi… Pardon. Oui, justement, parce que je trouve que ça fait une très bonne transition sur la troisième partie que je voudrais qu'on aborde, et malheureusement l'heure tourne très vite. Qu'est-ce que vous pouvez dire à chacun, justement à l'aune de l'expérience du campus et de ce cheminement finalement que vous avez pu faire à travers l'expérience de ce lieu académique qui a déjà un petit peu de recul, pour que chacun puisse voilà, peut-être avoir quelques repères à sa propre échelle, à la fois peut-être effectivement sur des choses très fondamentales et intimes de la vie intérieure, mais aussi peut-être dans la manière d'aborder le collectif. Est-ce que chacun de vous peut-être nous donner quelques pistes? Je vous en prie, Cécile Renoir, puisque vous abordiez ça un peu de manière naturelle, ça faisait une transition toute trouvée. Oui, ben moi, la première chose que je dirais, c'est ne pas rester seul. Et je pense que pouvoir échanger avec d'autres qui partagent les mêmes préoccupations est une façon ne pas rester seul avec ses idées et à tourner en rond avec un diagnostic qui peut être extrêmement alarmiste, mais se dire il y a des choses qui sont possibles de différentes manières. Et c'est vrai que moi, je suis très sensible au fait que nous n'avons pas forcément tous les mêmes points d'entrée sur ces questions. Nous sommes plus sensibles, moi je vois que ce soit en communauté religieuse ou dans la communauté là, de jeunes avec lesquels je vis, ben, il y en a certains qui sont extrêmement sensibles à la question de la sobriété numérique. Et ça, je pense que c'est un énorme sujet. Il y en a d'autres qui vont se dire, et on a nous une convention avec la Fondation Michelin pour travailler sur les enjeux de mobilité bas carbone avec la communauté de communes dans laquelle nous nous trouvons. Et on essaye justement de favoriser le fait de pouvoir peut-être développer une maison du vélo, d'inviter à changer un peu notre manière de concevoir la mobilité dans un territoire qui est celui où est né le mouvement des Gilets jaunes. Donc ça veut dire qu'il y a des vrais enjeux pour relier les questions de justice sociale avec les questions de transformation de nos modes de vie. Il y a la question des loisirs et de faire l'expérience aussi que finalement on peut avoir des manières de se détendre qui sont pas d'aller à l'autre bout de la planète pour voir des belles plages, mais qu'on peut prendre le train pour aller aussi dans des paysages qui sont magnifiques en France ou en Europe.
Il y a cette question de la nourriture. Alors, nous, au campus, on a choisi d'avoir une nourriture végétarienne, pas pour dire qu'il faut que tout le monde devienne végétarien, mais pour souligner qu'on peut manger de façon très saine et très, très bonne et goûteuse avec des fruits et légumes de saison, locales, et qu'on peut aussi, alors ça c'est l'avantage de vivre en collectif, c'est qu'on peut mutualiser plein de choses, et que tout ça, cette entraide collective, elle nous permet d'aller de l'avant en nous disant que nous ne sommes pas tous non plus appelés à la même chose, et que c'est en conjuguant ces efforts et ces expérimentations qu'on peut aussi trouver des chemins auxquels nous n'avions pas du tout pensé. Et puis, si je reprends l'expérience du campus, on essaye justement de se dire qu'est-ce que ça veut dire de passer d'une empreinte carbone de 12 tonnes par Français en moyenne à une empreinte carbone qui serait de l'ordre de 2 tonnes par an. On voit bien que c'est extrêmement difficile, qu'en gros, même nous, en mutualisant plein de choses et en étant quand même sur des logiques assez sobres, on n'y arrive pas. Mais on peut se dire, on voit un peu un horizon qu'on essaye d'atteindre et on se dit comment favoriser des dynamiques de sobriété solidaire, conviviale, et en se disant aussi, en faisant l'expérience que tout ça, ce qu'évoquait aussi Dominique, c'est pas qu'un tissu de mauvaises nouvelles, c'est aussi la capacité de faire l'expérience que des transformations dans nos vies quotidiennes peuvent nous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. Et puis, c'est s'interroger sans doute aussi sur notre rythme, nos rythmes de vie. Moi, je suis la première à voir, je suis complètement dépassée par le nombre de mails que j'ai tout le temps, très grosse difficulté à arriver à couper, et en même temps de se dire comment s'entraider justement à être dans des rythmes où on décélère finalement pour vivre une expérience aussi de contemplation, de gratuité, voilà, de retrouver goût à des choses très simples. Et ça, je pense que voilà, ça rejoint cette dynamique intérieure et spirituelle, au fond, de se dire que nous ne sommes pas les sauveurs, aucun d'entre nous, mais que nous avons à donner chacun pour notre part. Je pense aussi à ce que, par exemple, ce que Paul Ricoeur, à la fin de sa thèse, je crois, en 1950, l'ouvrage « Le volontaire et l'involontaire », il le terminait par un paragraphe, moi, qui me reste là depuis 25 ou 30 ans, qui était un paragraphe intitulé « Consentement et espérance ». Et au fond, ce consentement aussi à des choses qui ne dépendent pas de nous, qui nous permet de nous dire « nous ne sommes pas responsables de tout, mais nous avons des marges de manœuvre ». Et une espérance à cultiver jour après jour. Bernanos disait aussi, l'espérance, c'est le désespoir surmonté, cette capacité à se projeter dans un horizon désirable sur lequel et vis-à-vis duquel, voilà, il y a des choses à faire. Et je dirais que pour moi, l'espérance, c'est de l'ordre de cette boussole ou de cette encre en nous, se dire que aussi, alors pour moi, se rattacher au Christ et à plus grand, en tout cas, ce qui est dimension plus grand que nous, et qui nous permet, voilà, de jour après jour puiser force intérieure dans cette conviction que nous cheminons ensemble les uns avec les autres et que nous avons parfois des marges de manœuvre beaucoup plus fortes que ce que nous croyons spontanément. Alors, merci beaucoup, c'est très riche, beaucoup de choses. Dominique, vous disiez tout à l'heure, c'est une opportunité aussi, c'est pas que, et Cécile le redisait, voilà, c'est pas que plombant, c'est aussi peut-être une opportunité. Qu'est-ce que vous diriez à l'aune de toutes ces années à vous battre sur ces sujets? Non, alors je voudrais déjà dire, si vous voulez, qu'il ne faut pas opposer en fait spiritualité, intériorité et politique. Mais avant juste de développer cette idée, je voudrais quand même rappeler, il faut bien qu'on se rende compte qu'on est quand même dans une situation très destructrice, dangereuse. Et je vous rappelle, j'ai parlé tout à l'heure du rapport Meadows 72, depuis en gros 50 ans, sur les grands paramètres, épuisement des ressources, effondrement de la biodiversité, émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas constaté la moindre amélioration. On est sur une pente de destruction et continue. Petit tassement en 2019 et seulement pour les gaz à effet de serre. Et donc, si on continue comme ça, si on ne pense pas que ce n'est pas une forme de changement très profond et radical vers lequel on doit aller, on ne va pas y arriver. Enfin, dans 10 ans, ça sera pire et là, on sera sûr d'exploser les 2 degrés. Donc, voilà, moi, ce qui me semble vraiment important, c'est qu'en fait, les défis sont énormes. Premier défi, déjà, il faut que je me rende compte que moi, quand je consomme matériellement parlant, j'interagis avec le système Terre. Ce n'est pas facile à comprendre pour monsieur et madame tout le monde, pour moi non plus. Hein. C'est décoiffant. Et ça, on ne l'a pas encore enregistré.
Hein, on continue sur un train égoïste. Non, chacun est libre de consommer, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième défi, c'est effectivement la rapidité. Après, je vais venir aux aspects spirituels. Deuxième défi, c'est la rapidité. C'est-à-dire que là, si on veut effectivement pas aller vers une planète très difficilement habitable, c'est dans les 10 ans. Il faut en tout cas pour au moins éviter d'exploser cette espèce de seuil des 2 degrés. Notamment, et on ne peut pas quantifier en termes de vivants, je vous l'ai dit, c'est probablement peut-être pire. Évidemment, l'un en plus va aggraver l'autre. Et l'autre fait que l'un est encore plus difficile. Mais je voudrais revenir sur les questions effectivement de spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas un supplément d'âme. Si on attend un supplément d'âme, on peut partir, fermer les écoutilles, c'est fini, c'est foutu. Hein. Non, en fait, la spiritualité, c'est une constante d'une société. Il n'y a pas eu de société sur Terre au sein de laquelle on n'ait pas défini un mode de réalisation de sa propre humanité. Dans toutes les sociétés, vous avez un mode dominant. Qu'est-ce que ça veut dire devenir un être humain ? Comment je fais ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et en fait, depuis la philosophie du contrat, après les guerres de religion, chez nous, c'est très clair. Il y a une unanimité. En fait, développer son humanité, devenir un être humain, c'est avoir un statut et des possessions. C'est ce qu'on appelle le consumérisme. Et ça fait plusieurs siècles qu'on est complètement là-dessus, et c'était le consensus de nos sociétés. Le consensus de nos sociétés, c'était ne cesser d'enrichir la société de façon matérielle. Ça, je vous ai dit, je vous renvoie au rapport de l'Agence européenne pour l'environnement, c'est ce vis-à-vis de quoi on doit rompre. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à 4 pattes et brouter l'herbe. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver une espèce de standard matériel. C'est un défi gigantesque. Or, ce qui est intéressant, c'est que justement, cette espèce de spiritualité en creux qui est la modernité, c'est-à-dire se réaliser, c'est posséder, eh bien, elle commence… Alors, on vient de le voir, on ne peut pas la prolonger, mais en même temps, elle a du plomb dans l'aile. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici en Chine, on n'est pas en Inde. La société de consommation, elle connaît une certaine forme d'essoufflement, on continue bien sûr à consommer, mais on n'en entend plus du tout cette espèce de réalisation de soi. Regardez le cinéma des années 60, je veux dire, il y a une jouissance à consommer. Et il y a une espèce d'évidence totale que c'est effectivement ce que chacun doit faire. Et aujourd'hui, ça y est, ça commence à être grignoté. Et alors évidemment, si on n'arrive pas à trouver, si vous voulez, des espèces de substituts à ce modèle de réalisation de sa propre humanité, on sera dans une frustration, on n'y arrivera pas. Donc en fait, l'enjeu fondamental, et c'est là que je ne peux pas séparer le politique du spirituel, si on n'arrive pas à faire évoluer cette manière dont on avait de concevoir la réalisation de soi, les règles politiques qu'il faudrait qu'on s'auto-impose, on ne les acceptera pas. Donc en fait, ce n'est pas un supplément d'âme, la spiritualité, c'est la clé pour qu'on accepte politiquement enfin de faire quelque chose et d'avoir des règles qui fassent qu'au bout de quelques années, on voit un certain nombre de flux vraiment commencer une décrue et pas simplement parce que quelques brins d'ARN nous y aident. Et c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui de façon très… Il est clair, il est central. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Valérie Masson-Delmotte, est-ce que vous avez peut-être quelques pistes à nous donner également? Oui, la première chose, en fait, c'est, de mon point de vue, ne pas se laisser submerger par les émotions, ça a été dit tout à l'heure, et être lucide sur les émotions qui vont avec cette prise de conscience. Comme ça a été dit aussi tout à l'heure, avoir des espaces d'échange, des espaces collectifs, débattre, partager les retours d'expérience, accepter d'essayer des choses qui ne fonctionnent pas et d'en apprendre ce qu'on peut faire mieux autrement ensemble. Globalement, en fait, avoir un regard bienveillant sur soi-même et sur les autres, c'est souvent le plus difficile. Parce que parfois, dans sa vie en société, on est obligé aussi de faire des compromis dans son cadre professionnel, dans son cadre familial, dans son cadre amical ou associatif. Et donc, en gardant un regard bienveillant, être aussi une force d'entraînement, je pense. Je vais donner l'exemple du monde de la recherche, c'est celui que je connais, c'est mon milieu professionnel. On aurait pu s'attendre à ce que, par exemple en France, le ministère de la Recherche, après l'accord de Paris sur le climat, prenne à bras-le-corps les enjeux d'empreinte environnementale de son secteur d'activité et mette en place des outils, une dynamique collective. Il se trouve que ça n'a pas été le cas.
il y a un collectif de techniciens, d'ingénieurs, d'étudiants, de scientifiques qui ont monté un groupe qui s'appelle Labo 1.5, qui ont construit ensemble des outils pour faire le bilan carbone d'un laboratoire, d'un projet de recherche à l'échelle d'un individu, de sorte à donner des clés pour poser un diagnostic et puis ensuite débattre entre nous de ce qu'on veut faire ensemble pour réduire aussi l'impact environnemental de nos activités, tout en bien sûr faisant ce pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire produire des connaissances, les partager, faciliter l'échange d'idées, mettre nos jeunes scientifiques dans le grand bain international du mieux possible. Ça a un effet d'entraînement qui est formidable en fait, hein. C'est 7000 participants à certaines réunions et des outils qui sont tout à fait adaptés à notre contexte en fait, qui sont choisis, qui ne sont pas imposés administrativement. Voilà, donc c'est un exemple en fait de dynamique collective qui est vraiment formidable et où on se transforme finalement nous-mêmes en champ d'expérimentation pour construire ensemble ce vers quoi on veut aller. Et puis, je parle donc de bienveillance, d'humanisme dans l'ensemble des approches. C'est quelque chose pour moi qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'insiste sur la notion de changement qui soit éthique, équitable, juste, perçu comme juste, ici et ailleurs, en ayant bien conscience des effets directs ou indirects de chacun des choix qui sont possibles. Mais j'insiste sur le terme de courage, parce qu'il faut être lucide. On a des leviers d'action, mais il y a de nombreux obstacles. Dans ces obstacles, il y a le déni ou l'indifférence. Il y a aussi le cynisme qui est très présent, avec un discours parfois très hypocrite entre la communication et l'action. Il y a aussi un ensemble de discours d'inaction qui sont importants à comprendre, de très nombreux points de vue, mais qui sont toujours opposés à toute initiative qui vise à transformer les choses. Et arriver à cartographier ce panorama, ces discours d'inaction, ça permet en fait de garder sa bienveillance, son dynamisme, une énergie positive, en comprenant aussi peut-être davantage ce qui a conduit certains à avoir ce type de posture, pour arriver à ne pas se laisser mettre à plat, et à garder en fait cette volonté d'agir qui est fondamentale. Donc c'est pour ça que je parle souvent de courage, parce qu'il faut essayer, il faut trouver la manière d'avancer, mais surtout c'est important, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, d'avancer ensemble et collectivement, parce qu'on a besoin de changements structurants. C'est pas en se mettant à côté de la société et dans la défiance de la vie politique qu'on arrivera à les déployer à grande échelle, c'est en expérimentant ce qu'on a envie de faire, mais c'est aussi en changeant les rapports de force très profondément dans la société. Je crois que c'est extrêmement d'actualité ce que vous dites, parce qu'on voit comment on retrouve les mêmes types de débats et d'échanges avec le projet de loi, qui est quand même à un moment une sorte d'acné, hein, quand même dans le quinquennat, et à quel point on retrouve les mêmes rôles, le jeu de rôle autour de ce... Voilà, donc je trouve que vous nous aidez beaucoup par nous rappelant qu'il faut cette clairvoyance et ce courage. Je laisse la parole à Jean-Claude et Romain qui ont sélectionné vos questions et qui vont pouvoir Je vais commencer par poser la première question, celle de René au féminin, qui dit qu'il y a une grande angoisse devant la perspective de la destruction de milliers d'emplois pendant cette période transitoire qui serait celle de la réduction de l'activité industrielle, de production. Et demande-t-elle, que fera-t-on de ces gens? Quels revenus pourra-t-on leur proposer? Alors, je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Dominique en premier. La question de la période transitoire, si on commence à décroître, c'est l'éternelle question qui revient, s'il y a de la décroissance, il y aura du chômage, etc. etc. Alors, pas forcément. En fait, moi, je voudrais répondre sur plusieurs points. D'ailleurs, Valérie l'a rappelé tout à l'heure, on a un système agricole, l'agriculture conventionnelle, qui est alors très gourmande en énergie d'un côté et très destructrice aussi bien pour le vivant, les sols, que pour notre santé. Et donc, ce qu'il conviendrait de faire, c'est très rapidement d'ailleurs un passage à l'agroécologie, et souvent on est très agacé quand on lui dit oui, mais ok, on va bien se passer du glyphosate, mais donnez-nous une autre substance à la place. Enfin, les bras vous en tombent. Le problème, c'est changer de type d'agriculture. Et quand on voit qu'une installation sur deux, c'est plutôt des gens entre 20 et 40 ans avec un très bon niveau de formation et qui
et dont ni les parents ni les grands-parents n'étaient agriculteurs, et puis chez certains agriculteurs, ils ont pris le pas depuis longtemps d'ailleurs, cela dit, eh bien, on voit quand même que là, on est en train d'esquisser une sorte de changement. Mais si effectivement on imagine, par exemple, une conversion d'un pays comme la France à l'agroécologie, en termes d'emploi, ça vous donne un pourcentage de la population qui n'a vraiment rien à voir avec les 2% de la population active. Ça pourrait aller jusqu'à une quinzaine de pourcents, voire un peu plus. Si on se dit qu'effectivement, on va devoir produire moins d'objets et moins d'infrastructures, mais qu'on va devoir maintenir beaucoup plus et qu'on va devoir le faire très probablement avec beaucoup moins d'énergie, ben là, vous vous dites que là aussi, il y a des gisements d'emplois importants. Aujourd'hui, dans la conversion aux ENR, ça a été dit souvent, c'est des centaines de milliers d'emplois qui sont à la clé. Donc, toute la difficulté, je ne pense pas que dans une société qui, sur certains plans, décroît, je vous ai dit, le reste, c'est compliqué, mais une société qui, sur certains plans, décroît, ce n'est pas forcément une société de chômeurs. Au contraire, si cette société-là est moins énergivore, eh bien, au contraire, c'est une société qui va être plus pourvoyeuse d'emplois. Après, il y a toute la difficulté quand on transite d'un domaine à un autre, on doit changer ses habitudes, passer par une autre formation, etc. Effectivement, et comme on l'a dit, et comme on est normalement, si on voulait prendre le taureau par les cornes, on devrait bouger très vite sur 10 ans. C'est sûr que sans un accompagnement, et sans qu'on reste dans l'optique de ce qu'on appelle l'écologie sociale, c'est sûr que les choses pourraient se passer difficilement. Ça n'est pas le cas si, encore une fois, on voit les choses avec disons, un horizon un petit peu plus long, et puis en sachant qu'il y a des parcelles, il y a des passerelles et des protections qui font que vous n'êtes pas dans la panade parce que effectivement vous devez peut-être changer d'activité ou en tout cas l'entreprendre de façon différente. Voilà, j'ai un petit élément de réponse. Oui, une question peut-être toujours pour Dominique Bourg ou Valérie Masson-Delmotte. Une question d'Annie sur le rôle de la démographie. Elle dit que ça n'a pas été abordé, alors peut-être que j'ai été distrait, mais voilà, le rôle de la démographie dans l'effondrement. Et puis une question de Gilbert aussi sur les inégalités qui est liée. 1% de la population planétaire consomme comme 50% des plus pauvres. Voilà, je ne sais pas qui veut répondre à ça. Je peux donner un premier élément, si vous voulez bien, rapidement. Suivant le paramètre qu'on considère, le rôle de la démographie n'est pas le même. Vous venez de rappeler, la personne qui vous a posé la question vous a rappelé la statistique. C'est une statistique d'Oxfam. Alors, on arrondit un peu les choses, mais en gros, les 10% les plus riches de la planète émettraient eux seuls 50%, la moitié des gaz à effet de serre, et la moitié des habitants les plus pauvres de la planète, 50%, n'émettraient, encore une fois en arrondissant, que 10% des gaz à effet de serre. Donc, si on regarde, si vous voulez, flux de matière, si on regarde flux d'énergie, l'aspect déterminant, c'est le niveau de vie. Mais effectivement, plus vous avez de gens avec un niveau de vie important, bien sûr, plus les flux en globalité montent. En revanche, là où le lien est beaucoup plus direct avec, si vous voulez, que la destruction des systèmes naturels, c'est en matière de biodiversité. Si vous voulez, comment dire, il y a deux grandes causes. L'une, c'est l'artificialisation maximale. Il n'y a plus que des résidus, en quelque sorte, de sauvages. C'est le type d'agriculture, etc. Et là, effectivement, que ce soit un riche ou un pauvre, la surface au sol dont il a besoin pour régénérer son air, son eau, pour produire sa nourriture, c'est assez proche dans les deux cas, que vous soyez très riche ou que vous soyez très pauvre. Donc, bien sûr, la démographie joue un rôle important, mais dans un cas, il est direct en termes de destruction, dans un autre cas, il est indirect. Voilà, en résumant un peu ce qu'on peut dire, de pas trop faux, j'espère. Oui, je voudrais juste compléter. Donc, quand on travaille, par exemple, sur les évolutions climatiques futures, on s'appuie sur un ensemble de scénarios qui, finalement, sont des narratifs d'évolution plausibles, possibles, qui balayent tout un large spectre. Et bien sûr, on prend en compte les évolutions démographiques, mais aussi l'évolution des inégalités, l'évolution des capacités à agir, l'évolution des transferts entre les différents pays du monde. Et c'est important par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, c'est important par rapport à l'urbanisation et la pression qui s'exerce sur les terres, c'est important aussi par rapport aux vulnérabilités et aux expositions, parce qu'en fait, on n'est pas tous égaux devant les conséquences d'un climat qui change.
certaines régions concentrent vulnérabilité, exposition et caractéristiques d'un climat qui y change davantage. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles contenir le réchauffement à un niveau le plus bas possible, c'est vraiment un enjeu par rapport au développement humain, parce qu'en fait, on parle de centaines de millions de personnes dans le monde qui sont susceptibles de basculer dans la pauvreté et qui seront exposées à des risques climatiques croisés qui touchent à leur sécurité en eau ou leur sécurité alimentaire. Et le dernier point, les choses sont aussi liées dans tous les sens, c'est-à-dire en cas, par exemple, de différents types de chocs qui provoquent une augmentation de la pauvreté, ça met très vite à mal les systèmes de santé publique, l'accès, par exemple, aux ressources en matière de planning familial, et ça bloque en fait de très nombreuses jeunes femmes dans des situations d'extrême pauvreté quand on ne peut pas choisir de pouvoir avoir des enfants quand on le veut. Donc ces choses-là sont extrêmement intimement liées. Ok. Je veux reprendre les questions. Une question de Laura Morosini, cofondatrice de Chrétiens Unis pour la Terre, qui fait également partie du collectif Les Ateliers de la Verrerie. Je prends le temps de lire sa question. N'est-il pas temps, comme l'ont fait les CRAGS au Royaume-Uni, de s'engager en s'autorationnant vers les 2 tonnes de CO2 chacun, un quart environ des émissions moyennes d'un Français? Qui est partant parmi nous ici? Alors voilà, peut-être Cécile, vous n'avez pas parlé encore. Oui, moi j'évoquais tout à l'heure justement ce qu'on essaye de faire au campus, c'est précisément de voir ce que ça donne d'être sur 2 tonnes. C'est très compliqué et ça rejoint aussi ce qu'évoquait Dominique sur le fait qu'on ait la lucidité ensemble de se dire en fait la marche est très haute. Et ça suppose donc de réfléchir à ce qu'on peut faire dans sa vie quotidienne en fonction de la situation qu'on a. Parce qu'évidemment, il y a des gens pour lesquels la voiture est absolument nécessaire. Alors, je connais, moi, notamment, par exemple, un jeune ancien ingénieur là des mines, Gildas Verret, qui est extrêmement, qui est formidable, hein. Lui et sa femme, ils se sont installés, et je crois qu'ils ont 2 enfants, ils sont formateurs en permaculture et ils invitent ceux qui le peuvent à s'engager, à être sur une logique dans laquelle ils s'engagent à ne pas, alors plus jamais prendre l'avion, à ne pas prendre leur voiture individuelle plus de 2000 km par an, à n'acheter que du matériel de seconde main et de l'alimentation locale et la moins carnée possible. Et en gros, quand on regarde les calculs que fait Gildas, dire en termes d'alimentation, ce qu'il faudrait faire, en gros, il faudrait boire du lait 1 fois par mois, prendre du beurre 1 fois par mois. Enfin, si on regarde ça, voilà, et on dit c'est juste impossible. Mais alors, c'est toujours la même chose, c'est se dire, voilà, voir ce que ça donne théoriquement, et un peu concrètement, comment est-ce qu'on peut essayer de décliner cette vie beaucoup plus sobre dans nos vies quotidiennes, et en se disant, voilà, quels sont les postes essentiels sur lesquels il faut jouer. Je crois quand même que ce que je viens d'évoquer, le fait de se dire, c'est pas forcément non plus du tout ou rien, mais moi je sais qu'à titre personnel, c'est le fait d'avoir discuté il y a quelques années avec un ami historien qui m'a dit, écoute, moi j'ai décidé comme universitaire de prendre l'avion 1 fois par an. Et en fait, je me suis dit, alors moi, je faisais beaucoup de trajets en avion pour mes terrains dans différents pays du Sud. Et puis là, depuis quelques années, en fait, j'ai plus les mêmes terrains et c'est plutôt dans les pays. Non, je me suis dit, mais au fond, voilà, pareil, je vais essayer de me dire comme objectif pour moi, individuellement, 1 fois par an. Et voilà, en me disant, et parce que je pense que c'est important d'aller dans tel ou tel endroit. Et tant mieux si j'arrive à ne pas prendre l'avion. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde raisonne de la même manière. Mais ça m'a énormément aidée de me dire qu'en fait, ça, c'était quand même déterminant d'arriver à être dans des logiques dans lesquelles on prend beaucoup moins l'avion, dans lesquelles on fait attention à des modes de mobilité voilà, beaucoup plus sobres en énergie, et de se dire qu'il y a des choses, ce n'est pas toujours du tout ou rien, mais qu'on a des choses à faire, et c'est des décisions à prendre aussi individuellement, et qu'on a besoin de se stimuler les uns et les autres. Et c'est vrai qu'après, il y a ce qui est dramatique, c'est quand, par exemple, pour des enseignants-chercheurs, l'évaluation peut être liée au fait de participer à des colloques internationaux. Et donc, ça veut dire que c'est très, très compliqué pour des jeunes enseignants-chercheurs de se dire je joue plus ce jeu-là. Mais moi, quand même, au campus, on a en ce moment tel ou tel qui viennent nous rejoindre en disant qu'ils ne sont pas prêts à jouer le jeu classique, parce qu'ils estiment que la situation est trop grave et qu'il faut s'y prendre autrement. Et bon, ce qui est vrai dans un secteur, je pense que c'est vrai dans d'autres.
Et donc, voilà, je pense qu'on a des bonnes questions à se poser pour se dire comment vivre une vie de qualité qui n'est pas… c'est justement enfin, la caricature qui a été faite avec enfin, parlant des Amish, enfin, voilà, est délétère parce qu'en fait, on a des bonnes questions à se poser sur une vie beaucoup plus frugale, mais qui peut rester une vie vraiment conviviale. Et je pense qu'il y a des choses à chercher en fonction des situations et des contextes. Voilà. Valérie Masson-Delmotte voulait prendre la parole, il me semble. Oui, non, c'était pour partager un retour d'expérience similaire. Donc moi, en fait, j'ai une formation d'ingénieur avant de faire de la recherche. Dès qu'en fait, il y a eu des possibilités de faire des bilans carbone, moi, je l'ai fait, en fait, dans ma vie personnelle. Et après, il y a tout cet espace de débat, de réflexion, de choix qu'on fait à l'échelle d'une famille, par exemple, qui sont instructifs, qui sont importants. Et puis, il y a parfois des moments où on stagne, on n'a pas forcément l'envie d'agir dans une certaine direction, on n'a pas forcément les ressources pour investir, par exemple, sur l'isolement d'un logement, qui est extrêmement important, en fait, par rapport au chauffage. Et puis, à un moment donné, il y a des choses qui se débloquent. Et tout à l'heure, je sais qu'il y a certains ont réagi parce que je parlais de vélo électrique, mais moi, j'ai 15 km à faire pour aller travailler, aller et retour en traversant une vallée. C'est pas possible à vélo normal, vraiment pas possible d'un point de vue faisable, en fait. Et par contre, simplement avec une petite batterie qui est recyclable d'ailleurs sur ce vélo électrique, je peux le faire, je mets le même temps qu'en déplacement en transport en commun ou en voiture, mais ça demandait aussi d'avoir des infrastructures sécurisées. C'est un exemple parmi d'autres qui montre qu'à un moment donné, des choses ne sont pas faisables, et puis on a des solutions qui ne sont pas forcément celles qu'on imagine au départ, qui émergent et qui rendent des déplacements à hauteur de 25 km par jour tout à fait faisables avec une vie de famille, une vie professionnelle assez dense. Voilà, donc c'est un exemple que je donne parmi d'autres. Et nous, ce qui a été le plus délicat, c'était l'évolution des choix alimentaires. Ils sont extrêmement variés sur une famille de 4 personnes. Alors finalement, ça rend créatif. Et peut-être le voir comme un défi. Pour moi, c'est pas en fait aller d'aujourd'hui à une empreinte très basse. C'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de faire pour la diminuer, qu'est-ce qui nous rend fiers, qu'est-ce qui nous rend heureux profondément. On a encore le temps pour quelques questions. Ouais. Vas-y, Romain. Alors, une question de Xavier, assez systémique. Est-ce qu'il faut remettre en cause la recherche du profit enseignée dans les grandes écoles, notamment les écoles de commerce, où les meilleurs en maths sont envoyés vers la finance? Donc peut-être pour Cécile, vous qui connaissez bien l'ESSEC et les mines de Paris notamment, je crois. Oui. Je pense qu'il y a un énorme enjeu à enseigner différemment, notamment l'économie, et en tout cas à valoriser du pluralisme et pas donner à penser que la théorie néoclassique est la seule, que ce serait la vérité avec un grand V, mais inviter à exercer un esprit critique et chercher des moyens d'intégrer justement dans la théorie économique et dans les disciplines de gestion les questions écologiques et sociales comme étant clés. Donc, il y a énormément à faire. Et là, moi, je peux juste rendre compte du travail qu'on a mené depuis un peu plus d'un an avec la parution, là, il y a 2 mois déjà, du manuel de la grande transition, qui est le fruit d'un travail inter- et transdisciplinaire avec des enseignants-chercheurs de différentes disciplines pour essayer d'aider des étudiants comme des profs à se poser les questions de façon peut-être un peu différente que la manière dont ils peuvent poser les questions ou aborder les choses quand on est dans une seule discipline. Et puis, ce travail collectif, il va donner lieu aussi à la publication de petits ouvrages là, dans les mois qui viennent, où on a essayé d'avoir des enseignants-chercheurs, par exemple, sur les questions de gestion et de management, il y a d'une dizaine de disciplines de gestion différentes qui se sont réunies là, pendant plusieurs mois régulièrement pour se dire, ben voilà, comment dans ma discipline, je pourrais intégrer davantage les questions écologiques et qu'est-ce qui est clé en termes de transformation de l'enseignement et du coup en termes de transformation des cursus. Et ça, il y a plein de choses à faire. Les étudiants sont très demandeurs, enfin au moins un certain nombre d'entre eux qui sont très conscients de la nécessité de réfléchir différemment. Après, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une inertie aussi de ces grosses institutions, que ce soit les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce et autres, parce qu'on a aussi des profs qui ont été habitués à enseigner d'une certaine manière,
parce que le cloisonnement des disciplines est une réalité, parce que quand on est évalué aussi d'une certaine façon à partir notamment dans les disciplines d'économie et de gestion, dans des revues qui obligent à être quand même dans une perspective qui est souvent très mainstream, c'est difficile de faire valoir autre chose. Et donc, et ça suppose voilà, de former les enseignants-chercheurs autrement, de les aider à pouvoir développer des recherches et une activité d'enseignement qui soit plus cohérente. Je pense que, moi, ce que je vois, c'est que j'ai d'anciens, voilà, certains de mes anciens doctorants là, qui commencent à être dans des établissements où ils osent faire des choses et on sent que quand même le contexte actuel favorise aussi, dans une certaine mesure, des prises de position qui, il y a encore quelques années, auraient été balayées d'un revers de main. Je pense que c'est aussi parce que les étudiants demandent autre chose que du coup, les directeurs des établissements sont obligés de reconnaître que voilà, le pluralisme au moins doit être mis en avant, notamment dans les écoles de commerce. Mais voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Okay. Il y a beaucoup, en fait, beaucoup de réflexions plus que de partage d'expérience que de questions. Genre, je transforme une réflexion de Sonia Monica, qui peut être aussi une interrogation pour tous les trois intervenants. Elle dit, concernant l'économie, Jacques Fradin, économiste anti-économie, propose de ne plus chercher une économie alternative, mais une alternative à l'économie. Donc, je pense que ce qui est pointé là, c'est tout économisme. Je crois que Serge Latouche parle de ça aussi, sortir de l'économisme. Peut-être Dominique Bourg, tu veux répondre en premier? Oui, dit comme ça, alternative à l'économie, on est bien obligé de produire des biens et de les échanger. Donc, je sais, en tout cas, une alternative à la place que l'économie a prise dans nos sociétés. C'est-à-dire, c'est plus du tout un moyen, c'est une fin. Et en fait, c'est bien ce qui se passe. C'est pour ça qu'on critique beaucoup l'indicateur PIB, etc., la recherche du profit pour le profit, quitte à disparaître de la surface de la Terre. Ça en est devenu ridicule. Et donc, oui, alors en ce sens-là, je veux bien qu'on parle d'alternative à l'économie, mais c'est alternative à la place que l'économie a pris dans nos vies, où c'est devenu la finalité ultime, la mesure de toute chose, etc. Et en fait, on le voit bien d'ailleurs, on a des gouvernants qui sont un peu des facilitateurs du commerce international, mais très peu des représentants d'un intérêt général national relié à un intérêt universel global terrestre. Alors là, franchement, ce n'est pas leur affaire. Valérie? Oui, je voulais réagir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Nous, à l'Université Paris-Saclay, on a mis en place une formation sur les enjeux climat, biodiversité, qui touche en fait tous les étudiants de deuxième année d'université qui fassent du droit ou du sport ou de la médecine, parce qu'on s'est rendu compte, comme l'ont souligné les étudiants qui ont porté le manifeste pour une transition écologique, que souvent ça touche plutôt des étudiants qui choisissent de se spécialiser et pas l'ensemble, disons, d'une classe d'âge. Donc il y a effectivement des enjeux à renforcer cela. Il y a un travail qui est en cours pour les écoles qui forment les futurs hauts fonctionnaires, pour, dans leur socle commun, d'intégrer les enjeux climat-biodiversité. Ça n'était pas, je pense, le cas de manière standard jusqu'à présent. Il y a un enjeu en fait sur la formation des décideurs, parce que si on attend que les jeunes d'aujourd'hui accèdent à des fonctions à responsabilité, ça va prendre un moment. Donc il y a aussi des enjeux sur la formation des élus, sur la formation des décideurs, des dirigeants d'entreprise, des préfets, des maires, des élus au Parlement, sur ces questions-là, parce qu'on voit qu'en fait il y a encore beaucoup de méconnaissances. Et puis la dernière chose, je voulais partager le retour d'expérience d'un des citoyens de la Convention citoyenne. Je l'ai fait intervenir devant nos étudiants pour avoir son témoignage sur d'ailleurs la notion de transition juste. Et ce qu'il a exprimé, c'était finalement le privilège qu'ils ont pu avoir de prendre du temps sur la vie quotidienne pour entendre différentes personnes, différentes perspectives, construire leurs réflexions, s'approprier ces enjeux. Et sa grande inquiétude, c'était comment faire pour que 65 millions de Français puissent aussi avoir ce temps et cette possibilité de s'approprier ces éléments. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses pour ce partage-là, chacun dans ses cercles autour de soi. Je pense que c'est un point important et je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de ces personnes de la Convention citoyenne de partager plus largement. Merci. Romain? Ouais. Une
une question de Laura Morosini, toujours cofondatrice des Chrétiens Unis pour la Terre, on le disait tout à l'heure. Est-ce que vous croyez à l'entreprise à mission? Voilà, est-ce qu'elle peut avoir un rôle à jouer? Je ne sais pas, Dominique Bourg, Cécile Renoir, enfin, je ne sais pas, qui veut répondre? Plutôt Cécile, je pense, pour ce genre de questions. Ouais. Alors, je trouve que l'entreprise à mission, c'est toujours cette question du verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est-à-dire, quand voilà, c'est issu des travaux notamment qui ont été menés en lien avec l'école des mines, par Blanche Secrétin, voilà, et qui est très convaincue par la nécessité de changer les modèles économiques. Et donc, en se disant, l'entreprise à mission, c'est déjà engager des entreprises à définir donc une mission, et puis lui demander de pouvoir rendre des comptes de la façon dont elle assume cette mission, avec un comité de mission qui est supposé suivre les choses, un tiers indépendant qui est supposé vérifier que l'entreprise fait ce qu'elle a dit vouloir faire. Mais il n'empêche que c'est l'entreprise qui va définir sa mission d'un point de vue qui est lié à un intérêt général, qui soit social ou écologique. Pour moi, déjà, c'est déjà important parce que ça met les entreprises dans une dynamique de transformation de leur manière de faire, qui justifie le fait que justement la question du profit et de la maximisation du profit soit pas mise en premier, et dire le profit est une manière de faire vivre l'entreprise, mais qui est supposée remplir justement un objectif qui est vraiment un objectif d'ordre aussi social, écologique. Donc tout ça est intéressant. Ça va de pair dans la loi Pacte avec le fait qu'on propose aussi aux entreprises de définir leur raison d'être, et ce qui est là encore une manière de les inscrire sur le temps long. C'est comme ça que ça avait été présenté par le rapport Sénart-Nota, à partir duquel la loi Pacte a été ensuite a pu voir le jour. Et donc, toutes ce qui a été indiqué là, ce sont donc des façons de vouloir engager les entreprises à aller plus loin que ce qu'elles ont fait classiquement, et là on parle notamment des grandes entreprises, pour pouvoir intégrer davantage les questions écologiques et sociales. Alors moi je trouve que ça ne va pas du tout assez loin, qu'au fond, voilà, il faudrait à minima demander de toute entreprise qu'elle soit une entreprise à mission. Et puis surtout, je pense que ça doit aller de pair avec la réflexion sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur les points qui sont absolument clés pour pouvoir contribuer à des transformations des règles du jeu. C'est-à-dire se poser les questions de savoir comment la richesse, ce que les entreprises appellent créer de la valeur, comment est-ce que cette valeur elle est créée, comment elle est répartie, à quelles conditions, donc quels critères on met par rapport au choix d'investissement, avant même le démarrage d'une activité, quels critères on met du point de vue justement de la comptabilité, de la question de la fiscalité, la question de la répartition de la masse salariale dans l'entreprise, mais aussi au long des chaînes de valeur. Tout ça rejoint aussi la loi sur le devoir de vigilance qui en France a été votée en 2017 et là qui en ce moment, il y a des processus similaires dans un certain nombre de pays pour que cette préoccupation à l'égard des chaînes de valeur soit intégrée dans des exigences pour les entreprises, notamment pour les entreprises dites donneuses d'ordre. Mais donc tout ça pour dire que voilà, l'entreprise à mission, c'est peut-être une étape pour faire en sorte que les grandes entreprises soient incitées à pouvoir reconnaître le fait qu'elles ne sont pas uniquement des machines à cash pour les actionnaires, mais qu'elles ont intégré des enjeux de long terme. Et je pense que pour l'instant, c'est très insuffisant. De la même manière que ce qui était dans la loi Pacte, il y a une transformation de l'article 1833 du Code civil, mais il faudrait aussi une réforme de l'article 1832 qui définit ce qu'est une société commerciale, de façon à intégrer le fait justement que l'objectif n'est pas simplement de se réunir pour créer de la valeur, mais que c'est un profit qui est au service d'un projet collectif dont on doit reconnaître qu'il est compatible ou pas avec l'intérêt général. Donc mettre des critères en gros de respect des limites planétaires dans la réflexion sur les modèles économiques. Et là, je renvoie à l'image bien connue et très évocatrice là, du donut de Kate Raworth, c'est cette idée d'une économie de création de richesse en respectant, en gros, un plancher social et un plafond environnemental.
et ce qui suppose voilà, de définir quelles sont ces limites et de voir comment les entreprises doivent rendre des comptes là-dessus. Et bon, il y a un certain nombre de travaux aujourd'hui, à partir de l'exigence qui est faite aux entreprises, aux grandes entreprises, de pouvoir publier leurs émissions, si on est sur déjà l'empreinte carbone, jusqu'au scope 3, c'est-à-dire vraiment prendre en compte toutes les émissions et pas simplement les émissions directes, et ça qui peut donner une idée justement des nécessaires transformations dans les stratégies de l'entreprise pour qu'elle aille beaucoup plus loin. Est-ce qu'on a encore le temps d'une dernière question, Jacques? Oui. Alors, je vois que William Clapier, qui est l'auteur d'un livre sur l'effondrement, vu d'un point de vue spirituel, veut poser une question. William, vous pouvez poser votre question vous-même en rallumant votre micro. Hein, d'accord? Ce sera le plus simple. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Donc, en fait, c'est une question générale liée aux réactions du débat qui souvent, et c'est nécessaire, centré sur les éco-gestes, mais on sait aussi nécessaires soient-ils, ces éco-gestes, nous le savons, hein, s'ils sont foncièrement insuffisants. Je renvoie l'étude Carbone 4, donc c'est à peu près 20-25%, peut-être dans le meilleur des cas, de ce qu'il faut faire pour inverser la tendance sur laquelle nous sommes. Donc, ma question peut-être abyssale, c'est comment agir davantage, donc plus efficacement, sur les décideurs, ceux qui ont vraiment les clés en main, économiques et politiques, à la hauteur des graves enjeux socio-écologiques. Comment faire davantage pression, puisque le temps presse, et donc c'est le pape qui disait ça à la délégation du 3 septembre, donc, et qu'il recevait, donc le temps presse. Dominique Bourg soulignait que donc on a une marge, la fenêtre est étroite, c'est 10 ans. Comment faire concrètement pour voilà, agir sur les 75% qui sont décisifs pour inverser ou atténuer la tendance? Merci William. Dominique? Merci William. Très rapidement, hein, je suis entièrement d'accord avec ce que William vient de dire. Les petits gestes, c'est sympa, mais bon, c'est pas le problème. Là, la question, elle est politique désormais. C'est-à-dire, soit on est capable, et évidemment pas à l'échelle d'un seul pays, mais même si on peut commencer à l'échelle d'un pays, mais soit on est capable d'avoir des règles qui nous amènent à changer le système. Moi, je ne veux pas le défendre maintenant, mais je défends l'idée de quotas, si vous voulez, de consommation, hein, et de consommation matérielle et énergétique, et sur ce plan-là, égalitaire, sans des règles de ce style-là. Et je vois d'ailleurs que l'idée fait son chemin, même Geoffrin maintenant reprend une idée comme ça. Je ne vois pas comment on y arrive. C'est pas possible. Et donc, oui, ça serait vraiment une faute que de laisser croire qu'on peut continuer comme on dit. Bon, on peut reprendre l'exemple de la voiture électrique, mais c'est un très bon exemple. Une Zoé, donc une voiture électrique, petite voiture électrique Renault, alors j'ai plus le chiffre exact, mais c'est au moins 100 000 km parcourus pour commencer à épargner le moindre gramme de CO2. Et dans un pays où l'électricité produite est beaucoup plus carbonée, on est largement au-dessus. Donc, ce n'est pas des réponses. On est face à un problème radical, il faut qu'il y ait une forme de réponse radicale, mais consentie démocratiquement, chose qui n'est pas simple du tout, je vous le concède. Mais voilà, c'est la donne face à laquelle on est. Et si on n'arrive pas à y répondre rapidement, eh bien, on va aller vers des chocs plus puissants, des dégradations plus fortes, des injustices plus fortes encore, etc. Voilà, c'est simplement ce que ça veut dire. On est tous devant ce défi majeur. Voilà. Cécile ? Cécile Renoir, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Non, pas forcément. Merci. Et je crois que vous devez y aller, et je crois qu'il va falloir qu'on termine cette conférence, même si voilà, on sent qu'il y a un appétit et que personne n'a envie de terminer trop vite. Écoutez, un grand merci à tous les trois. On regrette Mathieu Orphelin, mais c'est l'occasion de réorganiser une conférence, pourquoi pas. Moi, je voulais clore en vous montrant ce livre, parce que j'ai... Évidemment, là, c'est à l'envers, hein, désolé, ça s'appelle Les Terrestres. C'est une BD du réel. J'ai interviewé son auteur. C'est la rencontre entre une jeune graphiste libanaise et Noël, ma mère, qui vont à la rencontre des militants écologistes qui redoutent très fortement l'effondrement. Donc, on était en plein dans le sujet, et c'est une très belle
BD journalistique que je recommande. Voilà, et je vous remercie, puis je laisse Jacques clore cette conférence. Et bon, merci infiniment à tous les trois d'être intervenus si brillamment. Vous êtes formidables. Nous avons énormément appris, plein de petites choses. Donc, la vidéo sera prochainement en ligne. On vous indiquera par mail à quel endroit. Vous étiez finalement 250 à être connectés. Hein, donc, les petits problèmes du départ qui ont été superbement réglés par Anouk, voilà, se sont avérés finalement pas si contraignants que ça. Et voilà, je pars avec des mots formidables de lucidité, de courage, de oser, la spiritualité qui est la clé, au-delà de la spiritualité en creux que nous vivons aujourd'hui. Merci infiniment de toutes ces paroles et puis à très bientôt à tous.